Dans cette partie du cours, nous allons aborder le cycle du carbone en milieu continental. Nous nous baserons pour démarrer cette séquence sur le bilan proposé par le GIEC. Dans cette figure, tirée de son 6e rapport, les stocks de carbone sont présentés en milliards de tonnes de carbone, équivalent à des pétagrammes de carbone, c'est-à-dire 10 exposant 15 grammes de carbone, et les flux entre les différents compartiments au réservoir impliqués en pétagrammes de carbone par an. Il est à noter que ce bilan est valable à courte échelle de temps et que les processus impliqués vont de la seconde à plusieurs années. Il s'agit là d'un bilan moyenné. Nous verrons plus tard dans une leçon dédiée que le cycle du carbone a évolué au cours de l'histoire de la Terre et que les flux et stocks sont différents si l'on considère le cycle à plus grande échelle de temps. Aux grandes échelles temporelles, comme celle des cycles glaciaires et interglaciaires, qui se comptent en dizaines ou centaines de milliers d'années, ou même à l'échelle des millions ou milliards d'années, d'autres facteurs et flux seront considérés. La première constatation est que les réservoirs de carbone continentaux sont petits en regard des stocks de carbone de l'océan. Les réservoirs de carbone identifiés sur les continents sont par ordre de grandeur, du plus grand au plus petit. Le carbone contenu dans les sols avec 1700 pétagrammes de carbone, le carbone contenu dans le pergélisol, sol gelé en permanence pendant au moins 2 ans consécutifs avec 1200 pétagrammes de carbone, et la végétation avec 450 pétagrammes de carbone. Nous devons prendre en compte également les stocks de carbone fossiles, ici uniquement ceux qui sont considérés comme exploitables, avec le charbon géologique pour 580 pétagrammes de carbone, le pétrole avec 230 pétagrammes et le gaz naturel pour 118 pétagrammes. Le carbone fossile, de par son mode de formation, stocké dans les sédiments continentaux ou océaniques, et c'est leur utilisation par les activités humaines qui va être pris en considération en créant des flux supplémentaires. Nous nous arrêterons à la fin de cette vidéo sur la composante anthropique de ce cycle du carbone en milieu continental. Nous venons de l'évoquer, une partie importante du carbone continental est stockée dans le pergélisol. La figure présente les stocks de carbone dans les régions circumpolaires de l'hémisphère nord pour les 3 premiers mètres du sol. Les zones orangées présentent des teneurs très élevées en carbone, de 50 à 200 kg de carbone par mètre carré. C'est considérable. Ce carbone est en partie présent dans les zones humides comme les tourbières, mais aussi dans le pergélisol. Ce carbone stocké pourrait donc être libéré vers l'atmosphère si le pergélisol venait à dégeler. Nous évoquerons ces perspectives et les possibles conséquences du changement climatique sur le cycle du carbone et les rétroactions entre eux lors d'une vidéo dédiée. Dans le cycle du carbone continental, les processus dominant les flux entre l'atmosphère et le continent sont liés à la biomasse et donc aux écosystèmes. Il s'agit de la photosynthèse et de la respiration. Le premier fixe le carbone atmosphérique. On parle de production primaire brute. Le deuxième est la respiration. La photosynthèse consomme 113 pétagrammes de carbone par an qui sont prélevés à l'atmosphère. C'est donc un puits de carbone qui représente tout de même 1/6 du réservoir atmosphérique. Cependant, la respiration de son côté, auquel on ajoute le CO2 émis par les feux naturels, produit 111 pétagrammes de carbone par an. Le flux net est donc seulement de 1,9 pétagrammes de carbone soustrait chaque année de l'atmosphère, si on ne considère que ces 2 phénomènes dans leurs composantes naturelles. Ces chiffres sont bien sûr des moyennes. La composante liée au feu peut par exemple varier d'une année sur l'autre, avec des années particulières comme 2023, année marquée par des feux de forêt immenses dans le nord du continent nord-américain. Les autres flux naturels de carbone qui concernent le continent sont les émissions via les volcans pour 0,1 pétagramme de carbone par an, la consommation de carbone par l'altération des roches pour 0,3 pétagramme de carbone par an. Nous décrirons ce phénomène dans la vidéo consacrée au cycle du carbone à l'échelle des temps géologiques. L'enfouissement de carbone dans les sols ou les sédiments lacustres pour 0,2 pétagramme de carbone par an. Et enfin, l'émission de carbone depuis les eaux de surface. Le dernier flux naturel de carbone décrit dans le bilan concerne son export depuis le continent vers l'océan. Le système aquatique que l'on qualifie de continuum depuis le continent vers l'océan
comprend non seulement les fleuves et rivières, mais aussi les lacs et les échanges via les eaux souterraines. Le long de ce continuum continent-océan, les échanges de carbone sont nombreux avec l'atmosphère, mais aussi avec les sédiments continentaux ou ceux des estuaires dans lesquels du carbone peut être stocké sous forme organique, comme des débris végétaux ou animaux, ou sous forme minérale. Sur cette figure, les flux de carbone sont aussi exprimés en pétagrammes de carbone par an. Ces transferts de carbone sous ces différentes formes, si l'on prend en compte l'ensemble des apports, constituent un export net de 0,95 pétagrammes de carbone par an. Le carbone transporté par ce continuum peut être sous différentes formes, de la même manière que celui que nous retrouvons dans l'océan. Nous avons d'un côté le carbone organique dissous ou particulaire, appelé DOC et POC dans la vidéo précédente sur le cycle du carbone en milieu océanique, et le carbone inorganique dissous et particulaire, appelé DIC et PIC dans la vidéo précédente. Aux flux de carbone naturel s'ajoutent les flux liés aux activités humaines. Ces flux concernent l'agriculture et l'élevage, ici compris dans le changement d'occupation des sols. Cependant, le flux le plus important concerne l'utilisation des combustibles fossiles pour les transports, l'industrie ou les usages domestiques et agricoles, mais aussi la production de ciment, pour un total de 9,4 pétagrammes de carbone par an. L'utilisation de combustibles fossiles, du charbon géologique principalement au début, a permis de réaliser la révolution industrielle avec l'utilisation d'une énergie abondante et relativement facile d'accès. Ces flux de carbone d'origine anthropique, au fil des ans, avec l'utilisation massive de ce charbon, puis du pétrole et du gaz naturel, mais aussi l'activité des cimenteries ou des autres activités humaines, a entraîné l'augmentation du carbone atmosphérique de près de 280 pétagrammes de carbone. Cette augmentation correspond à un accroissement de près de 50% du carbone atmosphérique avant la révolution industrielle. C'est considérable et surtout c'est extrêmement rapide en regard des phénomènes naturels. Nous discuterons spécifiquement des perturbations du cycle du carbone par les activités humaines et les conséquences de ces perturbations dans une vidéo à suivre. Bien évidemment, le cycle présenté ici est une synthèse annuelle, voire pluriannuelle. Puisque nous avons évoqué la photosynthèse et la respiration des plantes terrestres, il est important de mentionner la saisonnalité du CO2 atmosphérique, comme nous pouvons le voir sur la figure. On observe qu'au niveau de l'équateur, proche de 0 degré de latitude donc, la variation annuelle de CO2 atmosphérique est petite. Aux hautes latitudes de l'hémisphère nord, la présence importante de continents et donc de végétaux terrestres, mais aussi de zones habitées et d'activités anthropiques, entraîne une cyclicité saisonnière importante. En hiver et au début du printemps, les concentrations en CO2 atmosphérique sont plus élevées pour l'hémisphère nord. C'est principalement parce que la photosynthèse est réduite avec une durée d'ensoleillement quotidienne plus courte et donc moins d'utilisation de CO2 par les plantes. Un cycle lié à l'alternance jour-nuit pourrait aussi être observé. Il sera intéressant pour mieux comprendre ce cycle du carbone, sa variabilité et les enjeux liés à ces perturbations, de comprendre comment ce cycle a pu varier dans le temps, en particulier sur le temps long. Je vous invite pour cela à regarder les sections et vidéos consacrées aux variations du cycle du carbone sur le temps long, c'est-à-dire à l'échelle des temps géologiques. Nous aborderons en particulier les variations naturelles dans ce cycle, ses causes et l'impact sur les climats du passé.